Donc, c'est notre nouvelle discussion autour des alliances d'universités européennes, ces objets pas tout à fait achevés, pas tout à fait identifiés. Voilà, je retiens cette formule. Et c'est bien pour ça on va en parler, parce qu'évidemment, une très grande variété de situations. Donc, notre problème, on va commencer avec vous, justement, Madame Peraldi-Ledeuf, ces objets non identifiés, où l'on peut déjà quand même avoir quelques repères sur ce qui s'y passe et ce qu'on en attend. Qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer comme commentaire? Oui, alors, je pense qu'on va ouvrir votre micro. Oui. Merci. Vous m'entendez? Oui. Bon, très bien. Alors, ils ne sont pas tout à fait identifiés, ils le sont quand même un petit peu, hein, puisque vous savez que c'est une initiative qui a été lancée par le président de la République française, le président Macron, hein, en 2019. Et il y a eu plusieurs vagues de création d'universités. Il y a 41, pardon 17, oui, tout à fait, puisque la première vague 19 et puis ensuite la deuxième vague 21. Il y a 41 alliances ou universités européennes aujourd'hui. Déjà effectives. Ouais. Déjà effectives, voilà. La Commission européenne est en ce moment en train de lancer un nouvel appel pour 20 nouvelles universités européennes. Donc, ces universités ont des statuts effectivement très, très variés, très différents. Paris 1, Panthéon-Sorbonne, donc l'université à laquelle j'appartiens, a fait le choix dès la première vague de se lancer dans cette aventure européenne. Et nous faisons partie d'une alliance qui s'appelle Una Europa, qui est une alliance qui comporte aujourd'hui 9 universités, donc y compris Paris 1, et qui est fondée, qui a un statut légal. Alors, toutes les universités, toutes les alliances n'ont pas de statut légal. En tous les cas, le choix a été fait dans la nôtre d'une association de droit belge. Le siège est à Bruxelles. Et donc, nous avons, conformément au statut d'une association à but non lucratif, eh bien, nous avons un conseil d'administration, une assemblée générale, une secrétaire générale, etc. Qui fonctionne à l'unanimité, enfin de manière très exactement, formelle. Un fonctionnement très à la fois démocratique et puis très cohérent qui pilote cette université et toutes ces initiatives en formation et en recherche. Alors, bon, il y a tellement de choses à dire, mais c'est une formidable aventure, en tous les cas, pour chacune de nos universités, pour nos étudiants, pour nos chercheurs. Et nous avons évidemment beaucoup d'ambition pour l'avenir à ce sujet. On va peut-être pointer, je vous garde encore un instant avant de parler de ce qu'on souhaite pour l'avenir, ce qu'on va revoir ensemble. Juste un point pour pointer quand même déjà les premières difficultés que vous rencontrez. Je crois que c'est la reconnaissance des évaluations d'un pays à un autre, d'un pays membre à un autre pays membre. C'est extrêmement difficile. L'exemple du bachelor, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. On va s'appuyer dessus parce que je crois que c'est rencontré par beaucoup de pays. C'est ça. Depuis 2 ans, nous travaillons sur des diplômes européens, en particulier un bachelor en European Studies et puis un doctorat, PhD en patrimoine culturel. Et évidemment, voilà, la tâche est très difficile. Et l'une, évidemment, des solutions pour pouvoir faire reconnaître et admettre ces diplômes par chacune des universités de l'Alliance, c'est la European Approach, c'est-à-dire la reconnaissance réciproque des évaluations de qualité faites par les agences européennes de ces formations. Alors, c'est un grand enjeu. Alors, évidemment, les législations nationales qui sont différentes, donc il faut aussi mettre en œuvre et intégrer ces formations dans les droits nationaux, dans les législations nationales. Et je suis juriste, donc c'est la raison pour laquelle j'insiste un peu, mais c'est vraiment un des obstacles. Mais l'autre obstacle, effectivement, est de faire en sorte que cette approche européenne de reconnaissance réciproque des évaluations puisse être vraiment effective, parce que c'est grâce à cela que nous pourrons avancer et faire progresser ces diplômes. Mais d'où vient le problème? Est-ce que est-ce qu'on veut des diplômes nationaux? Chaque pays tient à son diplôme. Pourquoi est-ce que cette reconnaissance est si tardive alors qu'on voit bien ses avantages? Oui. Alors, dans notre alliance, toutes les législations ne sont pas identiques. La France, évidemment, souhaite maintenir ses diplômes nationaux. Donc, le problème est pour Paris 1, Panthéon-Sorbonne de savoir comment mettre en œuvre un diplôme conjoint européen
et en adéquation avec la législation française. Qui n'enlève rien, effectivement, au diplôme national. En fait, c'est ça exactement, que vous voulez dire. et qui se surajoute forcément au diplôme national, puisque il n'est pas question aujourd'hui, d'après justement le droit français, hein, de pouvoir délivrer un diplôme qui lui-même est délivré par une autre université, même une alliance. Donc, mais peut-être que par l'approche européenne justement d'évaluation, on pourrait franchir ce cap et en tout cas réfléchir sur une solution qui puisse satisfaire voilà, les législations. Je reste en France un instant avec vous, Pierre Corre, vous connaissez cette difficulté aussi, là, pour rester sur ce point précis. Oui, alors on travaille également sur la construction de diplômes qui se veulent devenir des diplômes européens. Alors nous, on a 8 universités de technologie, donc on est dans le champ de la technologie, pour lequel il existe des directives assez précises qui permettent d'avoir le label EURACE. Mais actuellement, la démarche, c'est que les diplômes nationaux, quand ils souhaitent avoir le label EURACE, font un dossier de preuve pour montrer qu'ils répondent au cadre EURACE. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut commencer à penser dans l'autre sens, c'est-à-dire à partir du référentiel européen et à le faire intégrer dans les référentiels nationaux. Et à ce moment-là, bien sûr, ça va être un process itératif, puisque les différents référentiels nationaux vont constater les écarts par rapport au référentiel européen. Notamment, ce référentiel EURACE ne dit rien sur les moyens pour arriver aux guidelines, ça a été dit tout à l'heure dans la précédente table ronde, là où, par exemple, la CTI donne beaucoup de contraintes ou beaucoup d'exigences sur les moyens pour atteindre les objectifs. Donc, dans le processus, on peut imaginer que les différents référentiels nationaux vont repérer leurs différences par rapport au référentiel européen et engager un échange avec le niveau européen. Probablement que ce référentiel EURACE pourrait évoluer et pour réduire les écarts. Alors après, soit ces différences nationales resteront très, très importantes et on aura à ce moment-là probablement un diplôme européen et des diplômes nationaux, voire des diplômes conjoints, ou alors peut-être que progressivement, les différences s'amenuiseront de sorte que le diplôme européen aura rang de diplôme national aussi. Mais je pense qu'il faut se mettre dans un processus qui va prendre 5 à 10 ans, mais il faut le vouloir. Voilà. Mais d'une certaine manière, Pierre Corre, quand on vous entend, et ce n'est pas tout à fait la position de Mme Peraldi-Leneuve, vous partez d'un diplôme européen. C'est-à-dire vous estimez qu'avec EURACE, au fond, on a les bases du diplôme européen. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin? Alors, c'est propre à la technologie, qui est un champ un peu par rapport particulier. À votre domaine, à vous, d'accord. Voilà. Et dans ce champ-là, il est vrai que le référentiel EURACE dit beaucoup de choses, notamment sur les learning outcomes. Alors, il est vrai qu'on pourrait envisager dans le processus de les faire évoluer un petit peu, notamment tout ce qui est la soutenabilité. On ne peut pas dire que c'est absent du référentiel EURACE, mais c'est sous-jacent. On pourrait en faire des exigences beaucoup plus nettes, beaucoup plus explicites. Et puis également, certes, pour l'instant, la démarche, ça a été de ne rien imposer sur les moyens pour arriver aux objectifs. Il se peut qu'à un moment donné, on ait quand même besoin de faire évoluer ces référentiels pour dire quelque chose des moyens. Je pense notamment au lien avec la recherche. Notamment, la CTI est très exigeante sur les liens qu'il y a entre les équipes de recherche et les objectifs de formation qu'on se donne. Donc, je pense que même au sein de EURACE, il va y avoir des évolutions avec des pontages avec la recherche, tout en laissant des libertés. Tout à l'heure, le représentant de l'Union européenne des étudiants parlait aussi d'autres means for achieving the learning outcomes, d'autres moyens comme par exemple les espaces d'études, les moyens numériques. Alors, est-ce qu'on voudra mettre ça dans ce référentiel européen? Peut-être pas. Mais si on se rend compte que les différentes réglementations nationales l'exigent, peut-être qu'on va enrichir le référentiel européen par un certain nombre de ces considérations. Alors, on aura 2 exemples avec vous, mesdames, tout à l'heure, de ce que vous vivez dans vos pays. Auparavant, pour rester sur ce côté, pour également rester du côté des ingénieurs d'ailleurs, on va appeler Sophia Costa d'Aguiar, qui est avec nous. Sophia, vous nous entendez bien? Bonjour, parfaitement, merci. Formidable, formidable, et vous parlez parfaitement le français, on va en profiter. Donc, là aussi, il y a ce qu'on appelle ELISA. ELISA, c'est European Engineering Learning Innovation and Science Alliance. Vous avez également une petite expérience, autour d'1 an et demi, je crois, presque 2 ans. 1 an et demi, exactement, on fait partie de la deuxième vague. On est tous très jeunes dans cette présentation, évidemment, des alliances.
Donc, vous, en fait, ce que vous visez, c'est l'ingénieur européen. Mais qu'est-ce qu'un ingénieur européen? Tout à fait. L'ingénieur européen fait partie d'un des 3 piliers de ELISA. Et donc, comme le nom l'indique, l'innovation… Excusez-moi, on a assez fort le son là dans la salle, je trouve ça assez faible. Vous me dites. Je parlais à la technique, si on peut un tout petit peu augmenter, je trouve. Hein. Merci, je vous en prie. Donc, tout à fait. Donc, l'ingénieur européen fait partie d'un des piliers stratégiques de ELISA, mais ce n'est pas le seul. Donc, notamment, notre stratégie va vouloir allier recherche, innovation, société. Et donc, ça, c'est effectivement un des challenges que la Commission nous a donné et le challenge qu'on a accepté dans ELISA et d'être une graine pour la transformation de l'espace de l'éducation supérieure pour booster disons, la transformation sociale, systémique et durable. Donc, finalement, pour nous, on va le faire au travers de 3 piliers. Donc, comme vous l'avez dit, le modèle, la réinvention du modèle de l'ingénieur européen, se projeter sur l'avenir, consensuer qu'est-ce que ça veut dire et tous les moyens pour le faire reconnaître au niveau européen. Ce qu'on appelle les ELISA Communities, comme des espaces, comme on le disait avant, où on va permettre à nos étudiants d'avoir des expériences accrues, supplémentaires, internationales, et qui peuvent du coup avoir une première opportunité de travailler sur des défis sociétaux. Et donc, ces espaces qu'on appelle ELISA Communities vont être nos premiers espaces communs, qui ne sont pas ni associés à un des 9 membres, mais plutôt communs. Et le 3e pilier, bien sûr, notre stratégie commune d'innovation et recherche, qui est soutenue par un 2e projet qui nous a été donné, qui est notre SWAFT Project, Science for and with Society, qui nous permet de développer cette stratégie qui va alimenter finalement cet enjeu de vouloir être une graine à la transformation aussi sociétale qui s'opère dans le monde. Oui, j'insiste sur ce rapprochement que vous souhaitez faire de votre recherche aux préoccupations citoyennes, c'est-à-dire en fait à nos sociétés, à nos valeurs. Il en a été question dans la table ronde précédente, avec une formule assez jolie que vous m'avez donnée en préparant cette rencontre. L'ingénieur doit pouvoir parler aux sociologues et aux citoyens. Oui. L'interdisciplinarité, pour nous, elle est clé. Parce que face aux enjeux sociétaux qu'on vit, on estime que les ingénieurs et que l'espace de l'éducation supérieure a un rôle clé à jouer dans ces transformations. Et donc, comment est-ce qu'on apporte cette couche systémique dans la formation de l'ingénieur? C'est clé. Donc, on va l'apporter au travers de ces 2 espaces. Les communautés, qui va être un espace qui va nous permettre de toucher une grande majorité de nos étudiants, et le diplôme conjoint d'ingénierie qui, bien sûr, sera dans une première phase pour un plus petit nombre. Mais ces 2 approches nous permettent, à la fois dans les communautés, de pouvoir avoir une solution qui est tout de suite mise en place, qui n'a pas forcément de barrière légale à dépasser, et du coup nous permet de tout de suite donner des possibilités, des expériences, ce qu'on appelle ELISA Experiences internationales et sociétales tout de suite. Et l'autre approche qui va finalement être un de nos travaux de fond pendant ces 3 années pour pouvoir, dans une 2e phase, livrer et former conjointement des élèves européens. Oui, c'est intéressant cette approche puisque, au fond, les alliances permettent de davantage relier les différentes disciplines. Et on le sait, souvent, les scientifiques s'éloignent un peu, se sont peut-être par le passé trop éloignés des préoccupations citoyennes. Fabienne Peraldi-Leneuf, comment entendez-vous cette volonté très affirmée que nous donne Sofia Costa d'Aguiar d'ouvrir davantage? Et d'évoluer vers l'interdisciplinarité. En fait, c'est ça que c'est la ça veut dire. plus-value, effectivement, que l'on peut attendre de ces alliances. Oui. Et donc, de transcender les disciplines, de créer des convergences. Alors, effectivement, pour nous, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, nous sommes une université de sciences humaines et sociales. Donc, l'interdisciplinarité, ça vous parle. Ça nous parle. Et puis, entre sciences humaines et sociales, donc entre géographes, historiens, économistes, juristes, etc., ce n'est pas simple, mais justement, l'université Una-Europa a identifié des thématiques transversales, alors qui sont connues et assez classiques, One Health, Sustainability, développement durable, le numérique, évidemment, les études européennes et l'Europe dans le monde, et puis le patrimoine culturel. Et donc, ces thématiques interdisciplinaires ont vocation à rassembler, et nous essayons de construire formation
et initiatives de recherche, projets de recherche sur ces thématiques-là. Voilà, c'est tout l'enjeu. Et vous ressentez la demande auprès de vos étudiants, notamment, on en a parlé tout à l'heure. Oui, oui. Alors oui, c'est un sujet qui a une pression qui vient aussi des chercheurs eux-mêmes. Oui, tout à fait. C'est un sujet qui n'est pas récent, hein, le passage à l'interdisciplinarité, mais je pense qu'aujourd'hui, plus et notamment grâce aux alliances, il y a une vraie demande de la part des collègues et aussi de s'ouvrir à l'Europe, hein, voilà, tout simplement, et à l'international. Et c'est un moyen essentiel vraiment pour cela. Ouais. Voilà, même question pour vous, Sofia Costa d'Aguiar. Est-ce que cette direction que vous prenez, hein, très affirmée, vient, bon, j'imagine bien sûr de votre équipe, mais est-ce que elle vient aussi d'une sorte de pression de la part des chercheurs, des étudiants, de vos équipes en général? Je pense que l'initiative des universités européennes, comme tout, vient dans un timing sur lequel on prend déjà la maturité de quelques initiatives effervescentes au sein des établissements. Et donc, bien sûr, notre proposition de valeur, quand on l'a déjà construit avec des graines existantes de collaboration, de vision et d'ambition de transformation. Et donc, on les prend comme petites graines et on se dit, du coup, dans quel contexte on va les laisser évoluer, dans quel contexte de partage de ces expériences pour ensemble, les 9, dans notre cas, Élise, pouvoir faire avec encore plus d'impact. Et donc, finalement, on a pris ces petits modèles qui étaient encore des initiatives pour certains. Et aujourd'hui, on compte déjà avec une trentaine de communautés interdisciplinaires qui vont agir sur diplomatie technologique, sur la décarbonisation, sur la consommation alimentaire rationnelle et qui commencent à développer un nouveau modèle de collaboration qui à la fois va rejoindre éducation, recherche, innovation et société. Donc, en rejoignant ces 4 points du carré, on va proposer d'autres activités aux étudiants et on voit bien qu'en fait, ce purpose, ce sens qui va au-delà de juste leur diplôme qui peut être d'informatique, d'ingénierie civile, de biotechnologie, va leur donner aussi un sens supplémentaire pour qu'ils puissent s'engager autrement. On n'est pas très loin de cette démarche, Pierre Cork, un petit peu différente, mais à ET+, puisque vous favorisez beaucoup la circulation de vos étudiants entre différents types d'enseignement. Vous l'encouragez beaucoup. Je crois que vous avez autour de 8 campus, non, sur lesquels on peut. Oui, entre les campus, entre les disciplines, hein, effectivement. Parce et entre les disciplines. La technologie est en fait face à une rupture énorme. Jusqu'ici, depuis 200 ans, elle s'est développée en faisant l'hypothèse implicite que la nature était inerte, passive. Et maintenant, la moindre innovation technologique provoque une réaction de la nature. On a même des choses un petit peu contradictoires. Plus vous allez, par exemple, rendre un objet efficient en matière de consommation énergétique, plus son coût marginal d'utilisation va diminuer, et donc plus vous allez consommer d'énergie. C'est un exemple parmi des tas d'autres, hein, qui est vieux d'ailleurs, qui date du charbon, hein, on avait déjà fait le constat. Donc ça veut dire que l'enseignement de la technologie ne peut plus se faire sans des liens forts avec une compréhension de l'impact que ça a sur la société et sur la nature. Donc les cursus en technologie vont énormément évoluer dans les quelques années qui viennent. Nous, on a une grosse pression des étudiants. On a créé un conseil au sein de l'UTT du développement durable qui est énormément nourri par les étudiants, et on est en train de stimuler les échanges entre étudiants et de faire en sorte que les étudiants des 8 campus deviennent eux-mêmes moteurs sur le projet. Mais je me reconnais tout à fait dans le projet ELISA de ce point de vue-là. Merci. On va à présent avec, grâce à Jolanta Silka et à Sandra Béjac, avoir deux illustrations. Alors là encore, on parle d'expériences très jeunes, hein, elles vont nous le rappeler. Il reste encore beaucoup à faire et à avancer. Mais ce sont des retours d'expérience très, très concrets que vous avez. Avec qui on commence? J'ai aucune idée. Bon, Jolanta, vous êtes en face de moi. Donc, c'est AIC, Academic Information Center, Lettonia. Et vous êtes un membre du projet Unique. Est-ce qu'on peut dire 2 mots de ce projet Unique? Et puis, vous nous dites à quel point vous en êtes. Vous pensez que c'est une très bonne idée au départ, mais il y a quelques points encore difficultés à soulever. On va y venir. Unique.
Thank you. No problem. I think it works, yes. It works. So my agency was a partner in the unique project, and actually there were 17 partners which came together and worked together to develop and test the framework which could be helpful for European universities. And my agency, together with the Slovenian agency, we pilot assessment methodology for one European alliance. And actually, at the beginning, we had a lot of questions. It was not real clear what should we assess, the alliance itself, or the program, or what else. And at the beginning, it was also the fact that this alliance was just started to operate. And so maybe we should look more at the potential of the future of such alliances. But as a result of this project, the European framework for the assessment of European university was developed. And so it's a tool for European universities, for quality assurance agencies, how to assess such European alliances. And well, and even the project is over, I think this tool should be introduced further. And from my perspective as an agency, we are not sure yet how it could be introduced in national context. Mm-hmm. So even our Latvian universities are involved in such alliances, but we still have our national regulation, which is not very in favor to such a European framework approach. And but why that? yeah. Why that? Because they are not informed, because they don't know enough about it, or because they are just reluctant? They know about it, yes. We communicate with each other, and the collaboration exists, but it takes time. Mm-hmm. To introduce, to explain. It's similar like joint European joint approach, European approach for joint programs. As it was already mentioned in the previous panels, that this approach for joint programs is still not introduced in many countries. Yeah. But the same with this European framework for European universities, also it needs time to be implemented, and how it could be implemented in national context, so that it takes time. It takes time, definitely, yeah. I guess you have also, Jolanta, because you told me before, some administrative burden that we know in other countries too. Mm-hmm. So that doesn't make things really easy for you. I mean, when the thing is, the procedures have been made about the alliance side, then you have to do again through other procedures in your country. Yes, and I think that it still is the case, not only in my country, yes, but also in other countries. Yes, of course. And so we still have this national regulations, and but the idea was that these European alliances could, in the assessment of such alliances, could be replaced by this European framework, instead of having multiple quality assurance procedures. But so in our case, in my country, it's still in place that these European universities should have also this national quality assurance procedure as well. So that means that they will need to have more quality assessments, and so
it could burden for them, could be burden for them, yes. And take time. Yes. Je sais, on rencontre d'autres difficultés administratives dans d'autres pays, peut-être pas les mêmes, mais ça vous dit quelque chose quand même, Fabienne Peralti-Leneuve, et d'autres pays sans doute. Merci pour cette expérience. On va revenir sur ce que vous attendez à présent comme progrès, hein, pour avancer un petit peu plus vite. L'autre expérience concrète que nous allons voir avec Sandra Béjac de la CHE, donc c'est Agency for Science and Higher Education. This is Croatia. Also on your side, one experience you would explain to it. Good afternoon, and thank you for invitation and opportunity to share our practical experience with you. So today we are talking about university alliances, and I have to say that in the core of such universities alliances are joint programs and the plans to establish joint programs. But we are aware that currently recently established university alliances are struggling how to successfully develop, deliver, and accredit joint programs. I know that from my communication with Croatian universities. 4 Croatian universities are part of 4 different university alliances, and I know that they are struggling with that issue. So I would like to focus on that, how to successfully assure the quality of such alliances and joint study programs. Jolanta has already mentioned one tool which has already been developed, European framework for quality assurance of European universities. It will be used as institutional tool for institutional quality assurance. And I would like to remind you to another tool, European approach for quality assurance of joint programs. And I would like to share my experience, our experience in implementation. So let me remind you that the document was adopted by ministers, I think 6 years ago. And when I read the document for the first time, I really was pleasantly surprised, and I really saw the document as a huge step for removing barriers in quality assurance of joint programs. However, we all witnessed that in the past few years, implementation of European approach didn't go so smoothly as we expected. Mm-hmm. So the question is why it happened. In communication with our university alliances, partners, institutions, but also followed our experience in recently my agency participated in accreditation of one joint program proposed by Croatian French consortium, and I participated in that activity, and really it provided us with the views what are the main obstacles for such activities and for such joint activities and joint programs. First of all, one of the obstacles you already mentioned is definitely legislative frameworks. So first, when we started that accreditation, we have to clarify whether France and whether Croatian legislative frameworks enable a full implementation of European approach. After we clarified this issue, another challenge was that we didn't have, as the agency, enough experience, practical experience in implementation of European approach. But fortunately, it was a time when IMPEA project, I believe you heard about IMPEA project, was finalized. So results were published, and we carefully read the results of IMPEA project. And I really like to point it out that project were very, very useful for us, because it enabled us as quality assurance agency to better understand the process, deeper sense of standards, etc. And I really would like to suggest all the quality assurance agencies, higher education institutions, to use the information which are resulted as a part of IMPEA project. So just yes. One small question, Sandra Béjac. Did you think that the French system was complicated to understand, to enter into it?
If to be how could honestly, you? yes, That's the question. Huh? yes, we as an agency were trying our best to prepare for such accreditation, but during practical implementation of such accreditation, some challenges arose. You have already mentioned one of it. For example, one of the standards in accordance with European approach are legal status. So there we were really struggling to understand some specificities What of did it French mean? of French system was, but not it is not the only issue. During accreditation process, we were facing many challenges, but I would like to say that most of these challenges arose from the differences between French and Croatian system. We already mentioned the legal status, but also different rules for awarding titles, different, let's say, national requirements for teachers. For example, in Croatia, we have minimum requirements for teachers who teach at universities. In France, you don't have such minimum requirements. Also differences between let's say some admission procedure and criteria, grading. I already mentioned awarded titles, etc. Different masters too, different master, different. So the joint program, which was proposed by Croatian French consortium, was program on the 7th level of European qualification framework, but neither French institution or neither Croatian institution could offer the title master, because they had to follow specific titles in line with national legislative frameworks. So I'm trying to summarize the main obstacles we were facing during that process of accreditation. Thank you for doing that, because it's very useful. I'm just looking at Sofia Kostadeglia, listening to you. Would you add something to what just said Sandra Béjac about these difficulties to understand the other country? We are still not in that moment, because we chose in our planification of the project to not start with this, because we anticipated that we would have some difficulties. Nonetheless, we are starting to define right now the profile of what could be the ELISA European engineer. And also we are also working with a race label. NIA, which is the European Network for Accreditation of Engineering Education, is an associated member of our alliance. So we are working together in this so that we can identify the points to engage for. But at the same time, we have been working with the member states, and we have already some advances. For example, a Spanish member, the member state has put a Real Decreto, which is an official document, stating that in the framework of European universities, if the higher education institution is delivering a joint program, it could be accepted if it is accredited by another country's agency. So it's small steps to this. So we have already 3 countries that have at least a first opening to solve these issues. So for example, in our cases, we have 2 French partners, Paris Sciences et Lettres, École Nationale des Ponts et Chaussées, maybe would accreditate with the French agency and accept it in the other countries, but we are still not in that moment of our development. So I think in 1 year, I will have much more extensive list of difficulties, I think. Yes, puisque comme on l'a dit, nous sommes vraiment au début de tout ce processus. Je vous entendais, Fabienne Peraldi-Ledovs, qui vient de dire. Oui, parce que ce décret Sophia. espagnol, c'est peut-être le texte qui nous manque ici, chez nous, hein, puisque dans le cadre de notre alliance, nous avons participé, nous avons signé un accord de consortium qui crée un bachelor avec les 8 partenaires en études européennes. Et en réalité, ce bachelor a été accrédité par l'agence flamande néerlandaise, la NVAO, qui a validé tout à fait avec une très belle qualité d'enseignement, de contenu pour ce bachelor.
Et malheureusement, à Paris 1, eh bien, nous n'avons pas pu participer en tant que full partner à ce bachelor pour cette raison-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas délivrer dans le cadre de la législation française, justement, un diplôme qui est délivré par une autre université. Alors, oui. Peut-être que justement, la reconnaissance des accréditations pourrait dépasser voilà. Et je pense que là, tous nos espoirs sont finalement dans cette étape-là. Pardon ? C'est le premier pas, je dirais. Voilà, c'est ça. C'est le premier pas qu'il faudrait réussir. Et si l'on entend bien Sandra Béjac, il serait bien que les cadres législatifs en Europe puissent être un petit peu se rejoindre. Hein. C'est quand même un souhait que vous semblez tous avoir. Et ça serait, de votre point de vue, une belle opportunité aussi pour l'Europe. Sandra. Yes, absolutely. When we think based on this practical experience, what to do next, first of all, I would like to say that we have to really make the framework, which will, in our national system, which will make a full implementation of, let's say, European approach, European framework, and other tools which will enable us to assure the quality. Also, in following that, I also mentioned some challenges which arose from differences of higher education system. We heard today that the system is diverse. It is, of course, strengths of our countries. We don't have to change that. But what we need, I think, understand each other. So I would like to recommend to invite the good cooperation between national authorities, ministries, quality assurance agencies, in ICNARIC office. For example, we had very good communication with French ministry and French agency, and it helped us a lot in better understanding of different systems across the Europe. Oui, voilà ce qu'il faut encourager. Jolanta Sika, vous souhaitez ajouter autre chose? I agree fully with Sandra because cooperation and communication is a key success in this case, and the differences in the systems. And Sandra also mentions the title of degrees. We have actually in Latvia for joint programs, we have the similar problem because it's very strict regulated in our country, but in this case, recognition could help. So further recognition of these degrees. Pardon, oui, Pierre Cor. Juste une remarque, alors qui est peut-être que moyennement politiquement correcte, mais je pense que la démarche de diplôme européen met un peu la pression pour que l'autonomie des universités augmente. Et dès lors qu'on rentre dans des procédures d'assurance qualité, la logique voudrait que dès lors qu'un établissement, une université respecte les règles, elle puisse délivrer son diplôme sans qu'il y ait besoin qu'un ministère dise « oui, je vous autorise à délivrer ce diplôme ». Je pense que là, le système français pas tout à fait prêt. Devrait pouvoir évoluer parce que techniquement, c'est quand même quelque chose d'assez simple. C'est plutôt un mindset culturel de l'État français là, qui est à surmonter. Enfin, bon, ce que je dis n'engage que moi. Hein. Merci pour cette remarque. J'ai une question intéressante qui est arrivée sur la tablette pour la table ronde. Peut-être aussi dans la salle, on souhaitera répondre. On revient un petit peu au début de notre discussion. Vous abordez beaucoup des questions de la pluridisciplinarité entre les sciences dures et les sciences humaines et sociales. Donc, ça s'adresse à vous toutes, à vous tous, qui est effectivement prégnante dans les universités européennes. Pour les agences, comment cette pluridisciplinarité s'évalue-t-elle en pratique? A-t-on la même vision dans les différentes institutions que dans les différentes institutions et universités européennes? C'est-à-dire, qu'est-ce que les agences ont à dire? Alors, c'est moins pour vous, évidemment, universitaire que pour les agences. Est-ce qu'on souhaite répondre plus largement à cette question? Est-ce qu'on a le même point de vue? J'aimerais bien que du côté, dans la salle, on ait un avis sur là-dessus. Je trouve que c'est une question importante. Ouais, moi, je ferai juste une remarque. Pardon. Je vous en prie. Oui, pardon, Pierre, que je reviens avec vous. C'est Jacob Brodecki que je reconnais.
Yes, thank you. Not particularly on that, but like linking to the previous discussion on standards on European approach, also towards the framework around the alliances. I would like to also emphasize what I've been talking on the panel. Of course, the topic of student representation is quite vital also in these initiatives. We are getting into the point when we will be having 60 alliances soon when it comes to the third call. What is just very important to ensure that involvement of students does not only end, because of course for now it's a project that involves students, in particular, for example, work packages, and sometimes picking up students for the boards and so on. But what is very much important for sustainability of the initiative is to actually take the voice of students that are, first of all, representing students on the universities. So they are like linking up also to the students' academic community. And we know for a fact that, for example, in Una Europa, they're electing students, for example, to be representatives in boards, which is a good model to have this, just conveying all these standards to the academic community. Because at the end, the success of alliances will depend on that, whether the community around the university will know about the activities, will know about the opportunities, whether it's mobility, joint programs, and so on. But also regarding the talks on European degrees and the standards which might come with that, we strongly also encourage, if you are having a discussion on national level, to also ask the national student unions that, as far as we know, are working on also their positions on European degrees. They're also involved in dialogue, so that discussion might be vital to do that. Also, I know for a fact that some countries are also having a common talks within the alliances from one country, exactly solving that discussions, that solutions around the country which can match the system. So also this particular aspect, what I wanted to add to that. Thank you. Merci Jacob Rodeke pour ce point de vue. Les étudiants, on peut réagir si vous voulez. Pierre Cor, vous vouliez ajouter autre chose? Enfin, je voulais répondre à votre question. À ma première question, qui n'est pas tout à fait celle à laquelle Jacob a répondu, mais c'est important. Je vous en prie. Alors, en fait, sur l'interdisciplinarité, je sais qu'au sein de UT+, on la conçoit comme ayant un but, ayant un objectif, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et en fait, si on pose la question aux agences, alors je ne suis pas agence d'évaluation, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans la démarche du HCRS, c'est de demander quelle est la stratégie et comment on aligne les différentes actions sur la stratégie. Et à mon avis, l'interdisciplinarité, elle va trouver sa place dans cette logique. Enfin, moi, j'aurais tendance à... De façon assez naturelle, vous voulez dire. Oui. Personnel, oui. Bien. On va s'adresser à Thierry Collomb pour répondre à cette question de la pluridisciplinarité, point de vue des agences, et il y aura une autre réponse dans la salle. Par défaut, une université, c'est un objet pluridisciplinaire. La pluridisciplinarité peut s'entendre en un sens très large, tous les champs du savoir, de l'ingénierie, la médecine, aux sciences humaines et sociales. Elle peut s'entendre en un sens un peu moins large, mais c'est déjà un monde. Paris 1, les sciences humaines et sociales, mais c'est un monde. Il y a des modèles un peu plus concentrés. En France, on a Paris 2, qui est une université de droit, mais si vous mettez deux juristes ensemble, ils ont des points de divergence assez rapidement. Donc, par définition, une université, c'est un lieu de confrontation des savoirs, ou alors quelque chose qu'on n'a pas compris. Et donc, si les agences ne sont pas capables de traiter la pluridisciplinarité, quand elles regardent les institutions, ce serait un problème. Évidemment, on ne cesse de faire des comités où on cherche à équilibrer les différentes disciplines. On se dit, tiens, il y a des arts, il faudrait peut-être un spécialiste des arts. Il y a quand même beaucoup de physique, alors il faudrait, etc., etc. Alors évidemment, on peut avoir l'illusion, quand on se concentre sur l'évaluation des équipes de recherche, que là, c'est plus concentré disciplinairement, ou que les formations, c'est plus concentré disciplinairement. Enfin, une fois de plus, l'objet englobant, c'est l'université. L'université, par nature, je veux dire, je regarde Pierre, y compris la technologie et l'ingénierie, mais c'est un mix, bien sûr, évidemment. Donc oui, ce sujet, il doit nous être cher et on doit le traiter sans cesse avec la plus grande attention. Il nous est consubstantiel. Merci. Autre réaction dans la salle ou réponse à cette question très centrale quand même dans notre débat? Monsieur, merci de vous présenter. Merci, oui, j'allais le faire avec plaisir. Donc, Carl Bonafumera de France Université, délégué permanent de France Université à Bruxelles. Nous avons eu au sein de France Université un groupe de travail qui suit de très près les universités européennes et qui a permis de faire le point sur justement les différents
les différentes phases par lesquelles sont passées les premières universités européennes qui ont voulu monter des diplômes, notamment EU Connexus, qui est, je crois, l'université à laquelle vous faites référence, et l'université Charles EU à Montpellier. Et des discussions ont fait émerger, par exemple, un obstacle très français à un diplôme interdisciplinaire, ça s'appelle la nomenclature des masters. La nomenclature des masters, c'est un ensemble de catégorisation qui fait que les diplômes doivent se conformer à certaines catégories qui sont souvent très disciplinaires et qui sont plus difficilement interdisciplinaires. Et donc, de ce fait-là, eh bien, les diplômes qui ont été proposés comme diplômes d'université et pas de diplômes nationaux. Enfin, c'est une des conséquences de cela, ce n'est pas la seule. Et ma remarque qui sort de là, c'est que on voit bien que nationalement, effectivement, le nombre d'obstacles, ou ce que la Commission européenne appelle je ne sais plus comment on traduirait ça, useless hurdles, c'est-à-dire des haies à sauter un peu inutiles, sont très importantes. Et il faut faire attention à peut-être ne pas se contenter uniquement de sauter ces haies ou de faire tomber les obstacles, parce que ça risque de durer effectivement très longtemps et de créer un épuisement. Un découragement, oui. L'Europe a depuis de nombreuses années posé certaines de ces questions. Et donc, je pense nous pensons qu'il faudrait proposer des objectifs positifs, si je puis dire, enfin, si vous voyez ce que je veux dire par rapport à toutes ces haies qu'il faut faire tomber pour arriver au diplôme européen. Par exemple, dire qu'un diplôme européen, ce sera un diplôme interdisciplinaire, en faire une dimension positive, l'inscrire dans le futur diplôme et que ça ne soit pas un objet de discussion infinie d'un État membre à un autre. Qui use un petit peu tout le monde. J'ai une remarque qui va dans votre sens, qui nous arrive sur cette tablette. Focus first on content and consolidate alliance strategies, then work on form and legal aspects, always building on mutual trust and preserving diversity, our European treasure. C'est signé Monica, je ne sais pas qui c'est, mais je crois que ça rejoint notre réflexion commune. D'autres remarques dans la salle où on poursuit, on va même bientôt conclure notre débat. Sur le futur, là, c'est une question un peu rituelle, mais que souhaitez-vous voir maintenant progresser? On a bien insisté sur ces aspects légaux, de framework, mais est-ce qu'on peut aller un petit peu au-delà? Pierre Corre. Au nom de l'égalité, je parle avant les dames. Hein, Mais allez-y. Juste pour rebondir sur la remarque que vous avez lue. Oui, c'est assez belle. À UT+, on veut faire les deux ensemble. C'est-à-dire qu'on considère que pour que ces nouveaux objets deviennent des réalités rapidement, il faut les loger dans une structure qui existe réellement. Donc, on a fait faire une analyse juridique et on a une première étape sous la forme d'un GECT, qui sera d'un droit national, mais qui permet de roder des éléments de gouvernance. On y logerait aussi nos instituts européens de recherche, le pilotage de notre diplôme européen, et puis progressivement, voyant aussi les conséquences dans les relations avec la législation nationale, mettre en place une deuxième étape qui serait sur le modèle des agences européennes, c'est-à-dire c'est des objets juridiques qui relèvent du seul droit européen. Et nous, on croit beaucoup à l'utilité de travailler les deux en même temps, d'avoir une structure juridique pour incarner. Alors, on n'a pas pris l'étape de l'association, mais c'est un peu le même état d'esprit, pour qu'il y ait déjà un existant. Voilà, donc, notre travail sur les 12-18 mois qui viennent, c'est à côté du diplôme et des instituts, c'est la structure juridique. Merci. Au-delà donc de nos 6 mois de présidence française, qui nous vaut cette rencontre. Fabienne Peraldi-Leneuve, vous allez un petit peu plus loin ou à côté peut-être du diplôme européen en proposant un label.
Alors, ce n'est pas, c'est la Commission européenne hein, qui s'est prononcée sur le diplôme européen. Alors, elle le qualifie de label ayant l'intitulé diplôme européen. C'est peut-être un petit peu, bon, pour le dire clairement, en retrait de ce que souhaitent certaines alliances, c'est-à-dire de la création d'un véritable joint degree délivré par l'Alliance. Néanmoins, je pense que c'est vraiment un premier pas très important vers cette voie-là, hein, cette tendance-là. Il faut absolument se saisir évidemment de cette proposition et nous allons nous engager dans cette voie, nous en tout cas au Europa. Voilà. Et puis je voulais dire juste un autre élément, c'est qu'il y a les diplômes à propos de l'interdisciplinarité, mais aussi la recherche. Et en tant universitaire, nous sommes souvent, nous sommes chercheurs, mais enseignants-chercheurs et chercheurs donc. Et par conséquent, je crois que l'une des ambitions aussi hein, des universités européennes, des plus-values, c'est d'avancer vers cette mise en commun des laboratoires, des ressources de la recherche, de la science ouverte et puis même des thématiques de recherche. Voilà. Et ça, c'est vraiment un des objectifs majeurs hein, des années qui viennent. Et un de vos souhaits principaux. Merci Sofia Costa d'Aguiar pour conclure cette rencontre de votre côté à vous. Donc, on a bien vu cette valorisation de l'ingénieur européen. Quels sont vos souhaits ou quelles seraient les premières réussites là, à venir pour vous? Nos souhaits, je dirais que très rapidement, c'est de se dire, ne pas se focaliser juste sur les difficultés, justement en prenant le commentaire de la salle sur les opportunités, et pouvoir offrir et engager un maximum d'académiques et d'étudiants dans cette première phase. Et ça, on va le faire au travers de Elise Communities, et donc promouvoir des expériences déjà européennes et interculturelles pour nos académiques et nos étudiants. Ça passera par des défis sociétaux qu'on va entreprendre ensemble et aussi par notre stratégie commune d'innovation. Et donc, le diplôme de l'ingénieur européen, c'est notre travail de fond sur lequel on va aussi utiliser ce travail pour travailler notre cohésion et notre vision commune qu'on pense qui est fondamentale de construire en même temps. Je vous sens optimiste, je me trompe? Oui, je suis optimiste, bien sûr, parce que j'y crois profondément. Merci. Même question pour conclure, Sandra puis Jolanta. Sandra Béjaï. C'est vrai qu'on va aller au-delà des difficultés. Following what a colleague just said, I would like to say that I'm also optimistic, despite of all challenges we were facing during that experience, during that accreditation process. I really saw that the joint program, which we accredited, builds upon the strengths of both institutions, French and Croatian partner. And I strongly believe that each institution, each partner in that consortium will contribute to the added quality of program. I really believe it will result in the innovative new programs, multidisciplinary programs, new approaches, increased mobility, internationalization, international skills and competencies. That's why I'm optimistic. What can we do? We can, of course, I've already mentioned some aspects. We have to do more in order to do within our national frameworks to enable full implementation of various Bologna tools, which we already have, which are good and useful. And of course, cooperation. We've heard about future plans about, I don't know, innovative quality assurance approaches. So we all can do more to enable a full implementation of these ideas, which are, I think, really excellent. OK, that's what for you, Jolanta. Et ensuite, on vous proposera de rejoindre Vanessa de Biais-Sainton. J'espère qu'elle est en ligne avec nous, qu'elle nous a entendu, Head of the Higher Education Unit. Nous retournons à la Commission européenne pour donner un peu son point de vue sur tous vos échanges. Jolanta, please. La voici, je la vois. Oui, bonjour, je suis là, je vous entends. Merci. Thank you. So, as we see, the number of European universities is growing. That means that we, as a quality assurance agency, could not ignore this fact, and we should address
how we could help and how we could assess the European universities. And so we should continue joint dialogue with all involved stakeholders and to find the way how it make easier. Eh bien, c'est ce que l'on vous souhaite à Thank tous. you. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci infiniment. Et donc, avant notre déjeuner, rejoignons Vanessa de Biais-Saint-On, je l'ai dit, pour son point de vue sur tout ce qu'elle vient d'entendre et peut-être quelques propositions que peut faire la Commission au vu de cette discussion. Mais tout à fait. Merci beaucoup de me donner cette Bonjour, opportunité justement de présenter les propositions sur lesquelles nous travaillons au niveau européen. Donc tout d'abord, effectivement, je voudrais confirmer notre ambition de soutenir encore plus d'alliances d'universités européennes. Nous en avons actuellement 41 et notre objectif d'ici mi-2024 est de supporter 60 alliances d'universités européennes impliquant plus de 500 établissements d'enseignement supérieur de toute l'Europe. Pourquoi? Parce que nous considérons ces alliances d'universités européennes comme des pionniers et vous mentionnez notamment tout ce travail fait autour de l'interdisciplinarité qui est absolument majeur et essentiel dans la formation des nouvelles générations mais aussi des apprenants tout au long de la vie. Et puis parce que nous considérons ces alliances comme des catalyseurs de changement. Et vous en avez démontré là tout à l'heure pendant ce débat, catalyseur de changement pour faire avancer les choses, notamment dans les législations, de façon à pouvoir faciliter cette coopération beaucoup plus ambitieuse que les alliances commencent à mettre en œuvre. Donc, l'assurance qualité est un point qui revient beaucoup, comme ça a été le cas dans le débat précédent, sur les challenges auxquels peuvent faire face les alliances des universités européennes. Donc, dans ce cadre-là, nous avons, au niveau européen, la Commission européenne a fait une proposition de recommandation pour les États membres. Nous l'avons présenté le 18 janvier. Il a été discuté au niveau technique avec le Conseil européen et ces recommandations aux États membres devraient être adoptées le 4 avril par le Conseil des ministres. Alors, il y a tout un nombre de recommandations qui vont pouvoir faciliter le travail des alliances des universités européennes, notamment en ce qui concerne l'interdisciplinarité, mais aussi en termes de l'assurance qualité. Alors, qu'est-ce que disent ces recommandations? Elles encouragent donc les États membres à mettre en œuvre les outils de Bologne telle que l'approche européenne pour l'assurance qualité des programmes conjoints qui ont été mentionnés par Sandra précédemment. Et Sandra a raison de dire qu'il y a des limitations. Aujourd'hui, cette approche européenne elle est mise en œuvre dans 11 États membres sur 27, donc il y a encore du progrès à faire. Et ceci concerne l'approche programme de l'assurance qualité externe. Maintenant, sachant que nous encourageons les alliances d'universités à développer pas seulement un programme conjoint, mais beaucoup de programmes conjoints, il est, de notre point de vue, essentiel de se tourner vers une approche institutionnelle de l'assurance qualité externe. Et c'est une des recommandations qui est faite et qui devrait être adoptée le 4 avril. Dans ces recommandations également, nous proposons d'explorer le cadre qui a été mis en place, qui a été proposé par le projet unique qui a été mentionné et présenté par Yolanta il y a un moment. Donc Yolanta, oui, vous vous posez la question de comment ensuite pouvoir explorer la mise en œuvre dans tous les pays de ce projet. Eh bien voilà, il est présenté et proposé dans cette recommandation qui devrait être adoptée le 4 avril. Donc c'est une recommandation majeure, très importante pour faciliter le travail de ces alliances et les points qui ont été adressés dans le débat précédent. Alors, dernier point, parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, vous avez évoqué le diplôme conjoint et le statut légal pour les alliances. Alors, ce sont deux outils que nous proposons pour tout type d'alliance d'établissement d'enseignement supérieur, y inclut les universités européennes, mais pas seulement. Donc, effectivement, nous travaillons, et je reviens d'une réunion, nous avons travaillé avec les 27 États membres sur des critères européens pour l'établissement d'un diplôme conjoint européen. Alors effectivement, on est dans un processus exploratoire où nous allons commencer comme une première étape à la mise en place d'un label et nous allons lancer un pilote au niveau européen cet été
pour tester ces critères européens sous forme de label, pour ensuite, on l'espère, pouvoir se développer sous forme d'un diplôme et d'une qualification. Et nous allons tester également le statut juridique. Donc, je suis très heureuse d'entendre que EUT+, et Una Europa se portent volontaires pour ces pilotes que nous allons lancer cet été. Voilà, merci beaucoup. Donc tout ça pour dire beaucoup d'espoir pour ces alliances et pour qu'au niveau européen, nous puissions faciliter, en partenariat avec les États membres, votre travail. Voilà, merci. Merci beaucoup Vanessa Devier-Sainton. Merci pour votre participation.